L'échiquier international, soyez les bienvenus. Nous ne quitterons pas la totalité de Gaza, cela n'arrivera pas. Déclaration signée Israël Katz, ministre sioniste de la Défense, lors de son passage dans une colonie occupée en Cisjordanie. C'était dans la journée. La déclaration ne souffre d'aucune ambiguïté. La trêve équivaut pour la résistance palestinienne de déposer les armes, mais on le voit, la partie sioniste prévoit, elle, de consolider sa mainmise sur une moitié de ce territoire et poursuivre ainsi l'occupation. La déclaration de Katz n'est pas une surprise finalement. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu a été annoncée en octobre. Depuis, selon le bureau de presse du gouvernement à Gaza, l'entité sioniste aurait violé plus de 850 fois la trêve. Comment expliquer la poursuite de ces opérations? Comment expliquer ce projet sioniste qui est assumé, déclaré à haute voix et surtout assumé par les officiels du gouvernement de Benyamin Netanyahou? On fait le tri. À tout de suite. La poursuite de la colonisation avec l'arme de la faim est aussi un sujet en soi et son lot de victimes, puisque la faim, selon l'OMS, 100 000 enfants à Gaza en souffriraient, de malnutrition aiguë, 37 000 femmes enceintes ou allaitantes également sont dans un état jugé critique par l'OMS. D'après également le premier responsable, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui ajoute que les efforts déployés pour lutter contre la famine à Gaza demeurent extrêmement fragiles. Énième exemple des violations de la trêve au quotidien. Ça se passe à Gaza. Pour en parler, je reçois Lina Ouadjili, analyste et chercheuse en géopolitique. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invité. Alors, les opérations militaires meurtrières sionistes à Gaza se poursuivent au quotidien. La paix promise à Sharm el-Sheikh en octobre dernier par Trump n'a pas été suivie, visiblement, d'effet pour les Palestiniens. 850, on l'a dit, 850 non-respect de la dite trêve depuis octobre. Leur a-t-on menti finalement à Sharm el-Sheikh, aux Palestiniens, Lina? Alors, cette fameuse trêve, c'est un non-travail. La trêve a été d'abord annoncée en janvier 2025, puis ensuite en octobre 2025, sous l'égide des États-Unis, avec le soutien du Qatar et d'Égypte. C'est un accord qui permet à la fois la libération des otages israéliens, mais également des otages palestiniens, mais aussi de stopper pendant un certain temps le génocide en cours à Gaza. Il faut savoir que cette trêve annoncée récemment ne peut être comprise qu'en la plaçant dans un cadre diplomatique beaucoup plus large, qui est celui d'un plan informel soutenu par les États-Unis et souvent résumé par la presse internationale comme étant les 20 points de Donald Trump. Il ne s'agit donc pas d'un traité officiel, mais d'un ensemble de principes négociés en coulisses visant avant tout à contenir la guerre et non pas à la résoudre. Et c'est là que c'est très important et les mots sont très importants. Donc ces 20 points-ci ont émergé dans un contexte bien précis. Après plus d'un an de guerre et de génocide à Gaza, l'administration américaine faisait face à des pressions internationales massives, notamment à cause d'un bilan humain catastrophique, des accusations de crimes de guerre, de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Donald Trump, à ce moment-là, en janvier, était en campagne et n'était pas encore président. Il a été investi le 20 janvier 2025. Donc, le cœur de ces 20 points repose sur une logique sécuritaire et pragmatique qui n'est pas politique. Il prévoit d'abord un arrêt temporaire des combats conditionné à la libération progressive des otages israéliens, palestiniens, mais aussi de permettre l'augmentation contrôlée de l'aide humanitaire à Gaza, mais sans lever les blocus, ainsi qu'un redéploiement partiel des forces du gouvernement de Netanyahou, sans retrait total, ni engagement sur la fin de l'occupation. Et là, les points centraux qui n'a pas été discuté et qui est encore contesté, et on le voit encore aujourd'hui avec l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie, c'est l'absence totale de perspective pour les Palestiniens. On n'a aucun point de discussion sur la création d'un État palestinien, aucune discussion sur la mise en place de frontières, ni même de la question de Jérusalem, et moins encore sur le droit au retour des Palestiniens en diaspora. Donc ici, cette trêve et ce cessez-le-feu ne traitent pas non seulement de la colonisation, ne traitent pas du tout et sérieusement de la colonisation en Cisjordanie. Et c'est de là tout le problème et des violations israéliennes à Gaza.
C'est le problème de fond, mais Trump avait lui-même asséné le mot paix en disant que les armes allaient se taire. Là, justement, les armes ne se sont pas tues puisque la violation du cessez-le-feu au quotidien, par exemple, les opérations en ce moment même à Khan Younes, ce sont des images satellites qui les révèlent, hein, des quartiers entiers détruits. Cela fait écho à la déclaration en guise de l'introduction de l'émission qui émanait du ministre sioniste Israël Katz qui avait dit, hein, c'est dans la journée, nous ne quitterons pas la totalité de Gaza, cela n'arrivera pas. Généralement, les auteurs des crimes de ce genre les nient ou les passent sous silence. Du côté sioniste, les déclarations faisant état de massacre, de destruction, d'utilisation par exemple de l'arme de la faim, sont assumées. Comment analysez-vous, vous qui êtes chercheuse, comment vous nous expliqueriez ces postures de l'exception meurtrière de la part des officiels sionistes? Eh ben, l'objectif est très simple. Netanyahou ne veut pas être jugé pour ces différentes accusations de corruption. Mettre fin à la situation à Gaza au génocide, ça voudrait dire accepter à ce que Netanyahou se fasse juger en interne pour des dossiers de corruption. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Et c'est la raison pour laquelle on voit les États-Unis demander à ce que le président de l'État hébreu de refuser et de gracier Netanyahou. Tout est là. L'objectif aussi, c'est un objectif qui est mis en avant et qui est divin, entre guillemets, c'est la mise en place de la Judéa Samara. Et c'est tout l'enjeu qui est ici, parce que les ultranationalistes, en ligne avec, bien sûr, en Cisjordanie, exactement, c'est l'objectif tout simplement est de créer cet État complet israélien et donc d'annihiler Palestine. Il y a un sujet que je voulais soulever avec vous, Lina Ouadjili, qui illustre les crimes de guerre à Gaza, des exemples qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont un peu sensibles puisque ça touche les femmes palestiniennes. Plusieurs d'entre elles auraient été victimes de violences sexuelles durant le génocide, malgré de nombreuses preuves, hein, des organisations des défenses des droits humains qui ont du mal à consolider des dossiers probants, car ces femmes le plus souvent vivent dans la crainte et la stigmatisation sociale. Et les exemples sont nombreux. Selon le Centre palestinien des droits de l'homme, beaucoup auraient été violés par des soldats sionistes, mais on le voit ici, on touche un point sensible, il ne suffit pas de documenter les sévices en question, mais plutôt mettre en place des mécanismes internationaux neutres chargés d'enquêter sur l'utilisation de la violence sexuelle à Gaza, qui est une arme de guerre, hein. On l'a vu dans d'autres conflits, mais en tout cas l'entité sioniste refuse toute enquête de ce genre, puisque Gaza, on le rappelle, est verrouillé. Exactement. Et ben, la situation ici est encore plus complexe. On l'a vu que dans de nombreux conflits, les violences sexuelles ont toujours été la première arme utilisée par l'entité coloniale, l'entité qui viole les principes du droit international et qui ne respecte pas les mises en place des principes de la Charte des Nations Unies, des différentes jurisprudences de la Cour pénale internationale. Ici, l'objectif, c'est qu'on voit de la part de Tel Aviv, c'est tout simplement d'utiliser cette guerre de l'image. L'intelligence artificielle joue un rôle très important. La censure sur les réseaux sociaux joue un rôle important. On a les Nations Unies qui déclarent qu'il y a bien des violences sexuelles sur les femmes palestiniennes, qu'il y a bien des témoignages et qu'il y a des documentations, mais le problème, c'est qu'on est dans un état de guerre, dans un état de génocide. Et donc, accéder à ce territoire est très compliqué. Vous l'avez mis en avant, il y a un blocus. Il y a une impossibilité pour l'aide humanitaire d'entrer complètement à Gaza ou voire totalement à Gaza. Donc, essayer d'étudier cela est beaucoup plus compliqué. On a des preuves, il y a des témoignages, il y a des faits d'abus, mais il est très compliqué pour les juristes et les experts de pouvoir mieux étudier la chose et mettre à l'écart cette guerre de l'image qui est mise en avant sur les réseaux sociaux. On le voit, la poursuite de l'accélération du projet sioniste, que ça soit en Cisjordanie occupée, on va en parler dans un instant, mais également à Gaza. On s'est demandé aussi quel est le sens de tout ça. En faisant des recherches, on a découvert que les entreprises d'armement coloniales, d'après les médias sionistes, auraient réalisé des records grâce au bombardement de Gaza, grâce au génocide. 15 milliards de dollars d'exportation d'armes. L'industrie de défense sioniste présente au salon de Tel Aviv il y a 3 semaines
en commercialisant les armes, les différentes armes. Les responsables sur place ont montré à leurs clients, qui étaient de passage, des images de frappes sur Gaza comme preuve de leur prétendu succès. Le massacre est non seulement légitimé, mais en plus on en fait la promotion. La promotion et la mise en avant de ces massacres, c'est tout simplement pour répondre à cette idéologie du gouvernement de Netanyahou qui disent que le travail est fait et qu'on arrive à exterminer l'entièreté du Hamas. C'est l'objectif principal et c'est ce que l'Occident veut entendre. C'est se dire que le Hamas va être désarmé, que le Hamas ne prendra pas les rênes si on arrive à créer un État palestinien et que le Hamas est complètement détruit. C'est la raison pour laquelle Israël ne se cache pas de mettre en avant ces, entre guillemets, exploits génocidaires, génocidaires avérés, parce que tout simplement, ça répond totalement à son idée et c'est aussi pour consolider sa présence sur son territoire israélien. La société civile israélienne a besoin de preuves pour comprendre ce qui se passe à Gaza. Ils sont fatigués, pas parce qu'ils ne veulent pas un arrêt systématique du génocide, mais parce qu'ils en ont marre de voir en fait un gouvernement qui va les inclure et possiblement être la cible d'attaque. C'est la raison pour laquelle on a eu des vagues de manifestations en interne pour mettre un terme à ce conflit, pour pouvoir récupérer en fait les otages israéliens. Parce que le gouvernement de Netanyahou perd du soutien en interne, il décide de mettre en avant ces images-ci pour montrer que nous sommes là, que le travail est là. C'est uniquement pour essayer de gagner un contrôle de sa population et de montrer en Occident que la lutte contre le terrorisme est prise en charge par Israël. Francesca Albanese est la rapporteure spéciale des Nations Unies qui subit de fortes pressions, même en Europe. Hein. On en a parlé cette semaine avec le film des United Nations, l'ONU dans la tourmente, réalisé par Christophe Couturette, qu'on a reçu également. Le film est en accès libre hein, pour ceux que cela intéresse. Eh bien, la juriste italienne affirme, et cela va sans doute pas arranger ses affaires, que le coût de construction de Gaza devrait être payé non seulement par l'entité sioniste, mais aussi par les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, car ils seraient les principaux fournisseurs d'armes impliqués dans le génocide. Cet aspect des choses ne figure pas dans le plan de Trump. On ne parle pas de reconstruction, on ne parle pas de complicité dans les opérations militaires, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un génocide. Ça prouverait qu'on n'a pas envie, justement, d'une solution, puisque on met la pression que sur la résistance palestinienne, mais pas un mot sur la construction ou les complices. C'est la raison pour laquelle il était pour moi nécessaire de revenir en arrière et de parler en fait de ces 20 points de Trump, parce que quand on le lit, on constate qu'il n'y a aucun point concret sur la reconstruction de Gaza. On parle de centaines de milliards de dollars dans des discours. On parle d'un investissement du Qatar, des Émirats, des pays du Golfe et de certains pays, mais on n'a pas de preuves concrètes et précises. C'est le point de conflit actuellement. On ne sait pas ce qui va se passer, comment Gaza sera reconstruit. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire pour moi de vous remettre en avant ces 20 points de Trump, parce qu'il n'y a aucun élément concret qui permette de comprendre qu'est-ce qui se passera si Israël arrête le génocide à Gaza. Eh bien, peut-être qu'on a un semblant de réponse. C'est le Wall Street Journal qui le révèle. C'est il y a 3 jours dans sa dernière édition. Il a parlé l'édito a parlé du plan colonial de l'administration Trump, en nous expliquant que la transformation de Gaza allait donner une smart city. Alors le document en question s'est réalisé sur 32 pages de PowerPoint, piloté par le gendre du président américain. Il s'agit de Jared Kushner et son envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Sauf que le projet en question, le projet s'intitule le projet Sunrise. Alors, le projet en question, on parle de reconstruction de Gaza, d'une nouvelle ville, une Smart City. Sauf que le projet, on ne trouve pas de traces des 2 millions de Palestiniens, voire même des responsables palestiniens, sans parler d'un éventuel État palestinien. Peut-être que on a un projet de reconstruction de Gaza, mais pas comme l'entendent la population palestinienne ou comme l'entendent les officiels palestiniens.
Vous voyez, Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui est très compliqué à cerner. Il change d'argument comme de chemise. Donc, c'est très compliqué de savoir ce que lui va vouloir faire. Au départ, je pense que vous l'avez tous bien vu, il avait proposé de créer une sorte de rivière française à Gaza. Donc, c'est-à-dire une French Riviera avec des tours, la Trump Tower, etc. Il s'est ravisé parce il s'est rendu compte que ce coup de poker et ce désir-là de construire ce type de ville-là ne fonctionnera pas et sera sanctionné de tout hasard, de tous côtés et ne sera pas soutenu. C'est pour ça qu'il est revenu sur son campement et qu'il a travaillé sur ces 20 points. La question de créer cette Smart City, il faut vraiment suivre et faire attention à ce que le gouvernement américain voudra appliquer. Le gouvernement américain, c'est quand même leur objectif et leur idéologie, c'est de faire une sorte de coup de poker pour forcer les gens à travailler sur le dossier. Il va essayer de faire peur, mais il a tendance à toujours rétro-pédaler. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et vous avez mis en avant la question aussi de ce qui va se passer des Gazaouis et des Palestiniens. On a 2 millions de Palestiniens bloqués dans la bande de Gaza. On a aussi la diaspora palestinienne qui se compte par des dizaines de millions de personnes à l'étranger. Il faut aussi penser à ces personnes-ci qui doivent rentrer également dans le plan de reconstruction de la Palestine. Donc, si le plan de Donald Trump met en avant cette idée de créer une Smart City, il va falloir étudier la question de comment intégrer ces Palestiniens qui ont tous les droits de rester et de vivre dans la bande de Gaza et dans la Palestine de manière générale. Donc ici, c'est vraiment le point de discorde qu'on retrouve aussi dans les discours du gouvernement de Netanyahou et dans le gouvernement de Trump. Que faire de ces 2 millions de Palestiniens? Et la question est très importante parce qu'il faut savoir que soit Netanyahou continue de faire ce qu'il a à faire et ça veut dire exterminer les Palestiniens, chose qui est improbable et impossible parce que cela voudrait dire donc du coup effacer l'identité palestinienne, chose qui sera longuement et pénalement interdit et qui est humainement interdit et Benjamin Netanyahou le sait. Ça voudrait dire quoi? Annexer Gaza et Cisjordanie, mais que faire de ces Palestiniens qui vivent à Gaza et en Cisjordanie? Il faudrait les intégrer au sein de l'identité israélienne. Sauf que les intégrer au sein de l'identité israélienne, ça va être très compliqué, parce qu'on voit des différences et des dissensions. On a des Arabes israéliens, comme il les qualifie, qui ne sont pas totalement intégrés dans la société israélienne. Donc comment faire pour intégrer ces 2 millions de Palestiniens qui sont indésirés et pas désirables par les Israéliens? Enfin, comment faire pour créer une Smart City si on n'inclut pas les Palestiniens dedans? Ça voudrait dire recréer une sorte de conflit, recréer un cercle vicieux de violence et légitimer des attaques terroristes, entre guillemets, chose que l'Occident et Israël ne souhaitent pas. Donc la sécurité interne d'Israël dépend également de ce que Donald Trump et Israël proposent de faire pour les Palestiniens. Peut-être qu'on voudrait les faire partir, c'est le but d'ailleurs, c'est ce que Netanyahou a asséné à plusieurs reprises. On ne pourra pas tous les faire partir, mais en tout cas une majorité, c'est pour ça qu'on utiliserait l'arme de la faim. Et pour les restants, on essaierait d'organiser des espèces de bantoustans qui seraient observés avec une sécurité accrue, et puis on continuerait à coloniser le reste des territoires. C'est un peu le projet que soutiendrait Smotrich, Ben Gvir et même Katz, Israël Katz. C'est au fond ça qui est en fond de la politique sioniste et génocidaire. Exactement, et c'est l'identité même de ce que le génocide est en cours à Gaza. On voit très bien que leur objectif est d'expulser et d'effectuer un déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit en Égypte ou en Jordanie. La Jordanie ne pourra pas accepter les Palestiniens parce qu'actuellement, quand on voit la démographie jordanienne, on a beaucoup plus de Jordaniens palestiniens que de Jordaniens. Le roi jordanien se retrouvera alors dans une impasse complète et se retrouvera dans une impasse politique et sociale et économique complète. L'Égypte ne pourra pas non plus accepter ces Palestiniens puisque l'Égypte est actuellement en train de traverser l'une des plus graves crises économiques et financières du pays. On est aussi sur la question de la réélection possible de Al-Sisi. Les élections se dérouleraient le 25 décembre. Là est tout l'enjeu également. De plus, ces Palestiniens-ci ne peuvent pas être forcés, on ne peut pas les forcer à se déplacer. C'est impossible. Et il faut savoir que quand on regarde et qu'on décortique les discours de Tel Aviv et des idéologies génocidaires de ces gouvernements, ils se rendent très bien compte qu'ils ne peuvent pas expulser ces Palestiniens. Hier, on a appris, ça concerne la Cisjordanie occupée, que 19 nouvelles colonies ont été approuvées par les autorités de l'occupation à l'endroit même où elles ont été démantelées. C'était en 2005 par un certain Ariel Sharon sous pression de George Bush.
Mais aujourd'hui, le coup d'accélérateur des colonies porté par l'extrémiste Smotrich a atteint son plus haut niveau depuis quelques années, selon l'ONU, qui les mesure, c'est-à-dire depuis 2017. C'est en tout cas ce que déplore le coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Comment expliquez-vous que cette tendance messianiste ait réussi à imposer ses visées alors qu'il y a quelques années, elle englobait qu'une minorité de personnes? Permettez-moi de vous faire une longue analyse sur cette question. Je vous en prie. Donc, depuis le 21 décembre 2025, le gouvernement israélien, comme vous l'avez mis en avant, a officiellement approuvé la création de 19 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Une décision qui a été annoncée par Smotrich et qui a été relayée par plusieurs médias internationaux. Donc ici, le point de précision, c'est que cette mesure porte à 69 le nombre total de colonies mises en place ou légalisées sous l'actuel gouvernement de Netanyahou. C'est une croissance qui est exponentielle au cours de ces 3 dernières années et qui a été facilitée par le génocide à Gaza et par l'incompétence internationale de régler ce qui se passe en Palestine. Le gouvernement, à travers Smotrich, proche des mouvements de colons et figures d'extrême droite israélienne, a justifié cette expansion en affirmant qu'elle visait à bloquer l'établissement d'un État palestinien, et je cite, terroriste, et à renforcer la présence israélienne dans ces zones jugées stratégiques. Cette idée-là a été remise en avant en 2017 et c'est la raison pour laquelle le Likoud de Netanyahou et le parti d'extrême droite se sont liés, parce que le parti d'extrême droite a une idéologie divine et a permis de renforcer en fait cette identité génocidaire et coloniale. Ce choix intervient dans un contexte de tension profonde entre la politique intérieure israélienne et les efforts diplomatiques internationaux. Sur le plan interne, il faut savoir que cette idée-là est quand même contestée. On a une division au sein du Likoud et au sein de la Knesset, et au sein même du parti Likoud de Benjamin Netanyahou. Il y en a qui sont favorables à l'expansion des colonies, à l'application de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie palestinienne, et considèrent ces implantations comme un élément non négociable de la sécurité et l'identité nationale d'Israël. Quand on dit élément non négociable de la sécurité et l'identité nationale d'Israël, ça touche la question de la religiosité et du judaïsme, qui est une idéologie qui a été adoptée et appropriée par le sionisme. C'est là tout l'enjeu. En rendant légales des colonies déjà existantes et en réinstallant certaines comme Ganim et Kadim, démantelées en 2005, cette stratégie solidifie la présence juive sur des terres palestiniennes. Sur le plan international, cette décision est largement critiquée. La plupart des États et institutions considèrent ces colonies israéliennes en Cisjordanie comme complètement illégales au regard du droit international, puisqu'ils sont en violation avec la 4e Convention de Genève. Mais cette idée-là remonte en fait déjà un tout petit peu en octobre 2025. En effet, dans ce contexte, la Knesset, le Parlement israélien, avait adopté le 22 octobre 2025 en première lecture un projet de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie et une initiative qui s'apparente à une annexion formelle. Or, dans cette idée-là, on a les États-Unis le lendemain avec J.D. Vance, le vice-président américain, qui a qualifié ce vote d'insulte et a rappelé que la politique américaine soutenue par Donald Trump s'oppose à toute annexion. Et c'est également ce que Donald Trump va dire le 24 octobre 2025, qu'Israël ne fera rien avec la Cisjordanie, puisque cela remettrait en cause le cessez-le-feu que Donald Trump tend à mettre en avant comme étant le leader de la cause palestinienne et israélienne et qui mérite d'avoir le prix Nobel de la paix. Donc on voit une tension majeure en interne au sein même du gouvernement de Netanyahou, mais aussi entre Netanyahou et les États-Unis. Donc cette idée-là de mise en place de ces 19 colonies supplémentaires et de la reconnaissance des anciennes colonies va à l'encontre des idées américaines, premier partenaire et premier allié d'Israël. Donc, si Israël continue de vouloir appliquer cette politique coloniale, les États-Unis interdiront cela. À voir comment cela va se passer. Est-ce que les États-Unis vont retirer leur soutien auprès d'Israël, chose dont je ne suis pas très certaine, ou alors est-ce que Donald Trump va avoir une discussion avec Netanyahou pour lui dire « Calme-toi, Netanyahou, il faut vraiment arrêter parce que là, tu mets en danger mon cessez-le-feu et ma crédibilité aux yeux de la scène internationale. » Donc cette discussion-là va être portée à part Netanyahou avec les États-Unis.
On l'a vu, de toute façon, en 2005, si évacuation il y a eu de Sharon, on l'a appris, c'était parce que il y a eu une pression des Américains. Les Américains sont les alliés des sionistes, mais c'est vrai que la question des colonies pose beaucoup de problèmes au département d'État. Comment vous voyez les prochaines semaines? Est-ce que on s'attend à une recrudescence de la violence, même si là, elle a atteint l'acmé des malheurs et des tragédies? Est-ce que vous voyez plutôt peut-être un retrait des sionistes avec une pression peut-être américaine? Alors, je suis absolument pas optimiste pour le moment par rapport à ce qui se passe en Palestine. On a énormément de données des agences humanitaires de l'ONU qui montrent que la violence des colons contre les Palestiniens ne cesse d'accroître. Et aujourd'hui, ces violences ont atteint un record exceptionnel. Merci Ouais. Lina. On arrive à la fin de notre... on a perdu Lina. Lina Ouadjou Ali était avec nous. Je rappelle, chercheuse et géopoliticienne qui a eu le plaisir de nous proposer ses analyses et ses explications. On la remercie vivement. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.